Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Dans la nuit du 13 au 14 avril, l'Iran a lancé près de 300 drones et missiles contre Israël. Baptisée Promesse honnête, l'attaque était une riposte aux frappes contre le consulat iranien de Damas que Téhéran attribue à Tel Aviv. Une attaque sans précédent par son ampleur et surtout par sa nature, celle d'un État souverain contre l'État hébreu. La quasi-totalité des tirs a été interceptée par la défense israélienne, une seule victime est à déplorer, et si l'offensive a été immédiatement condamnée par les chancelleries occidentales, Moscou et Pékin ont gardé un silence poli, soutenant implicitement l'Iran. Israël n'a pour l'instant pas riposté à la riposte et beaucoup craignent l'embrasement d'une région déjà sous tension. Jean-Marie, Alain, jusqu'ici l'Iran a attaqué Israël via des groupes terroristes soutenus par Téhéran. Là, c'est une attaque directe. Comment expliquer ce choix stratégique, ce changement ? Parce que les Iraniens ont considéré qu'il y avait un changement de paradigme, comme on dit, à savoir que les Israéliens avaient frappé une part du territoire iranien en frappant un édifice consulaire. Donc c'est ça la base du raisonnement. Alors après, il y a deux éléments un peu contradictoires. Le premier, c'est le côté massif de la riposte iranienne, qui consiste à dire, oui, d'abord, c'est la première fois que l'Iran attaque le territoire israélien, donc en soi c'est un changement majeur, là encore changement de paradigme qui répond à un autre changement de paradigme d'une part, et d'autre part un déploiement de force absolument inédit depuis, j'allais dire, les raids aériens de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 300 objets volants, missiles, drones et ainsi de suite. Donc ça c'est pour le côté un peu terrifiant de ce qui s'est passé. L'autre aspect des choses, c'est que les Iraniens ont prévenu. C'est-à-dire qu'ils ont prévenu des pays arabes, lesquels ont participé à la défense d'Israël. Ça aussi, c'est un des éléments clés de la situation. C'est-à-dire que dans la coalition qui a défendu Israël, il y a des pays sunnites. Et pas des petits pays sunnites. Il y a la Jordanie, l'Arabie Saoudite, etc. Et donc, mais ces pays-là avaient été, semble-t-il, prévenus par l'Iran de ce qui allait se passer, et à la limite presque du point de départ des missiles, pour être sûr que... Et d'ailleurs, il y a eu très peu de dégâts physiques, en tout cas, dans ce raid. Et donc, après, les dirigeants iraniens disent, ben voilà, on est quitte. On a fait chacun notre démonstration de force, on arrête là. Ce qui est évidemment pas la même chose vu du point de vue d'Israël. Mais c'est ça, comme cela, qu'on peut résumer les choses, avec une conséquence tangible, immédiate, qui est que ça nous conduit à re-regarder la question iranienne. Ça nous conduit à réexaminer l'attitude que les Occidentaux ont vis-à-vis de l'Iran, qui a passé son temps, depuis, malgré les sanctions, malgré tout ce qui a pu être fait pour contenir l'Iran, qui en même temps a construit un système qui est un système qui, lorsqu'il se déploie, est redoutablement dangereux. Donc une réflexion s'impose sur l'art et la manière de contenir l'Iran. Alain, l'Iran a pris un risque, le risque d'une guerre ouverte avec Israël, le risque de nouvelles sanctions qui sont tombées de la part de Washington et de Bruxelles. Pourquoi faire cette riposte au-delà du symbole de montrer qu'on ne se laissait pas faire par Israël ? C'est très risqué comme prise de position stratégique. C'est certainement risqué parce qu'ils savent bien qu'il y aura une réplique israélienne à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, sans doute pas de manière aussi spectaculaire. Mais il faut comprendre, comme le disait Jean-Marie, que l'Iran a estimé que sa crédibilité était en jeu à un double titre. Premièrement, l'Iran, c'est le parrain de ces milices arabes qui lui servent de première ligne de défense. Et donc, les milices arabes, au nom de la cause palestinienne, sont entrées en guerre. Il n'y a pas d'autre mot contre Israël dès l'instant qu'Israël a mené la guerre qu'elle mène et de la façon qu'elle la mène contre le Hamas dans la bande de Gaza. Il y avait une sorte d'obligation de solidarité, sauf à perdre totalement la face de la part du Hezbollah, de la part des Houthis, de la part des milices, là aussi pro-iraniennes qu'il y a en Irak, mais qui sont aussi basées en Syrie. Donc toutes ces milices qui sont la première ligne de défense de l'Iran. On parle de l'axe de résistance. Oui, qu'on appelle l'axe de la résistance avec l'Iran. L'ensemble faisant l'axe de la résistance. Mais il y a le parrain et puis il y a les filleuls. Le parrain a financé ça, a développé ça ces 20 dernières années et a armé toutes ces milices. Et ces milices ont une certaine autonomie, elles ont une certaine indépendance, mais enfin, lorsqu'elles se lancent dans une guerre continue contre Israël, comme c'est le cas du Hezbollah, par solidarité, au nom de la solidarité avec les Palestiniens, il faut le feu vert de l'Iran. Mais là, elle a estimé que la réplique israélienne est tellement
dure et tellement efficace contre les milices, contre le Hezbollah, qu'elle a été jusqu'à frapper non seulement le consulat en Syrie. Israël frappe fréquemment les milices irakiennes qui sont en Syrie, fréquemment le Hezbollah qui est en Syrie, et même fréquemment les gardiens de la révolution qui sont en Syrie. Mais ça se passe en Syrie. Là, il y avait le général des gardiens de la révolution iranien dans le consulat avec 2 autres généraux, ces hommes-là étant ceux qui sont les patrons opérationnels des milices en Syrie et au Liban, au minimum, sinon même au Yémen. Et donc ce sont, si vous voulez, ce sont des éléments clés, ce sont des hommes clés dans le dispositif de défense iranien et de lutte contre Israël. Bon, les Israéliens n'ont pas hésité, il y a eu 16 morts en tout, dont 7 ou 9 iraniens. Et donc, l'Iran s'est dit, c'est ma crédibilité de patron des milices qui est en jeu. Les Israéliens vont bombarder le Hezbollah, ils vont tuer des gens à Beyrouth, ils le font en Syrie, ils le font ailleurs, et donc là, la crédibilité du patron des milices est en jeu. Et en plus, ils ont frappé quelque chose qui, juridiquement, n'est pas le territoire iranien, mais assimilé au territoire iranien, c'est-à-dire qu'ils ont frappé chez nous. Nous éprouvons maintenant le besoin de répondre, parce que ça fait 5 mois que la petite guerre entre les milices et Israël continue. Ça fait 5 mois. Et donc, ils ont éprouvé le besoin de répondre. Bon, voilà. Alors après, dans tout ça, il y a une gigantesque hypocrisie dont on parle pas. Alors, les 27 ont condamné l'opération iranienne, mais il faut voir les choses comme elles sont. Ces 2 pays sont en guerre. Israël et l'Iran sont en guerre. Israël a frappé directement en Iran. Et les ingénieurs nucléaires qui sont assassinés au coin de la rue, il y en a eu au moins 6 ou 8. Je veux dire, c'est pas les Suédois qui ont monté ces opérations, ce sont les Israéliens. Dans le cyberespace, c'est la guerre, tous les jours, avec l'Iran, qui a de grandes capacités dans le cyberespace, mais Israël aussi. Les intérêts iraniens en Syrie sont régulièrement frappés par les Israéliens. Donc c'est 2 pays qui sont en guerre. Alors, à partir de là, il y a une certaine hypocrisie ou formalisme juridico-diplomatique à dire légitime défense, pas légitime défense. Ces 2 pays sont en guerre. On oublie la particularité de cette situation, qui est qu'un pays membre des Nations Unies, l'Iran, appelle à la disparition d'un autre membre des Nations Unies, Israël. Alors vous me direz, oui, mais c'est de la rhétorique. Si vous êtes israélien, c'est pas de la rhétorique. Et donc voilà, 2 pays en guerre, et voilà le résultat, c'est que à un moment ou un autre, comme ce sont 2 pays très puissants militairement, qui jouent un rôle clé dans toute la région, on peut se retrouver, oui, au bord d'une escalade régionale. L'escalade en question, elle est évidemment redoutée un peu partout, ce qui explique la quasi-unanimité des différents partenaires d'Israël pour demander à Israël une forme de retenue. Le mot retenue étant, évidemment, on peut y mettre ce que l'on veut. Ça n'exclut pas une riposte, mais ça veut dire justement de faire attention à tout ce qui ressemblerait à une escalade. Et parce que les ministres de Netanyahou, Gallant et Benny Gantz, sont eux pour une riposte. Oui, d'une façon générale, c'est difficile pour Israël de ne pas riposter, parce que là encore, on entre dans un processus où entre en jeu la crédibilité, la capacité d'Israël à dissuader de prochaines attaques. Donc on est tout à fait dans cette problématique-là. La grande question qui est posée en même temps, c'est encore une fois le regard que l'on doit avoir sur l'Iran et la façon dont on peut contenir l'Iran. Alors jusqu'à présent, il y avait eu un vrai succès diplomatique qui était l'accord sur le nucléaire. Malheureusement, cet accord a été déchiré par Donald Trump et a donc privé les pays signataires de toute possibilité de contrôle de la marche de l'Iran vers l'arme nucléaire. Donc ça rend les choses encore plus dangereuses aujourd'hui, encore plus difficiles, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point l'Iran est proche ou non de l'arme nucléaire. Donc ça, c'est aussi une angoisse supplémentaire par rapport à toute opération de riposte. Mais il y a aussi le fait qu'on peut jeter un regard critique sur ce qui s'est passé pendant 30 ou 40 ans. Pendant 30 ou 40 ans, on a quand même largement ménagé. Il y a eu des sanctions en permanence. Il y a eu une politique de sanctions qui en elle-même n'est pas vouée à l'inefficacité, mais qui a quand même fait partie d'une politique de, comme on disait à l'époque de la guerre froide, de containment vis-à-vis de l'Iran, mais aussi d'accommodement. Containment, accommodement. Qu'a fait l'Iran de cette période-là? Elle a multiplié les milices à son service. Elle a multiplié
les endroits de dangerosité et les capacités qu'elle a d'attaquer, alors qu'à chaque réunion de son Parlement, quand les députés iraniens se rassemblent, ils commencent par crier mort à Israël, mort à Israël. Donc c'est, je pense, la grande question qui est posée, d'autant que dans le circuit, il y a aussi la Chine et la Russie. Donc, de quel côté vont pencher la Chine et la Russie, principalement la Russie d'ailleurs. Tout cela est évidemment posé aujourd'hui avec en Israël un gouvernement conduit par Netanyahou dont on perçoit qu'il a, lui, intérêt à la poursuite de la guerre pour pouvoir rester au pouvoir et pouvoir envisager de gagner les prochaines élections en Israël. Donc ça crée en effet une conjonction on ne peut plus dangereuse. Tout à l'heure, Jean-Marie rappelait que les pays arabes avaient défendu Israël lors de cette attaque iranienne. Est-ce que cette attaque iranienne ne va-t-elle pas renforcer les liens entre Israël et ses voisins ? On sait que la guerre que mène Israël à Gaza contre les Palestiniens, que la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, tout ça rendait de plus en plus difficile ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, c'est-à-dire ce début de normalisation d'Israël au sein de son environnement arabe. On sait que des pays comme l'État des Émirats arabes unis, le petit Émirat de Bahreïn, le Maroc, le Soudan, avaient rejoint la Jordanie et l'Égypte et normalisé leurs relations avec Israël. Et le grand sujet, c'était l'Arabie saoudite, qui est le leader du monde arabe sunnite, donc pays très important. Que va faire l'Arabie saoudite ? Et les États-Unis étaient en train d'assurer une médiation auprès de Benjamin Netanyahou et de l'homme fort d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, pour dire, voilà, à certaines conditions, il faut qu'il y ait une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite, mais en contrepartie, les Israéliens doivent accepter le principe d'un État palestinien et entrer dans une négociation pour qu'on arrive à un État palestinien. Et les Saoudiens aussi avaient posé cette condition. Cette condition, elle est maintenant sur la table, encore plus qu'avant, du fait de la guerre que Israël mène dans la bande de Gaza après le grand pogrom du 7 octobre contre les Israéliens, où 1200 Israéliens ont trouvé la mort. Donc voilà, ce mouvement-là, il était ralenti. Et on l'a retrouvé là. Et là, on a pris la mesure de la peur que l'Iran inspire aux États arabes. Parce que là, qu'il s'agisse des Saoudiens, comme on le disait, sur le plan de l'information, des télécommunications, qu'il s'agisse de la Jordanie, puisque ce sont aussi des chasseurs bombardiers qui ont arrêté le barrage de missiles, de drones et de missiles de croisière, qu'il s'agisse de l'État des Émirats arabes unis, on peut le soupçonner aussi. Enfin, ils ne le crient pas trop fort, mais grosso modo, les Arabes sunnites ont participé à l'opération consistant à arrêter le barrage de projectiles tirés par l'Iran contre Israël. Et donc, c'est reformer un petit peu cet esprit des accords d'Abraham. Alors, allons savoir si ça aura un lendemain. Ce qui est clair, c'est que l'Iran a fait peur aux États arabes et qu'on est revenu dans cette situation. Bien que il y a eu une normalisation. Tous ces pays-là, dans le même temps où ils renouaient avec Israël, ont renoué avec l'Iran, où ils avaient souvent rompu avec l'Iran. Ils avaient souvent très peur de la République islamique. Et là, ils ont eu à nouveau très peur de la République islamique, même s'ils avaient été prévenus que cela allait arriver. Et donc, c'est reformer sur un plan diplomatique, d'une certaine manière, un front entre Israël et les États arabes sunnites. C'est pas la seule chose qui a bougé ou qu'il faut noter sur le plan diplomatique. Il faut regarder, sans que ça ait un rapport immédiat, le fait que deux grands pays, la Chine et la Russie, qui avaient condamné l'opération contre le consulat iranien en Syrie, se sont refusés à condamner la contre-attaque, la réplique iranienne. Ça, c'est très important. Et on voit bien que l'Iran prend une place de plus en plus importante dans le dispositif russo-chinois. Et pourquoi ? Parce que les Russes et les Chinois pensent que le Sud global dans cette histoire est plutôt du côté de l'Iran, du fait de la bataille qu'Israël mène contre les Palestiniens de Gaza et de la manière dont elle la mène. Et puis après, si vous vous retournez du côté des États-Unis et un peu des Européens, vous avez une situation qui est assez curieuse, c'est que Netanyahou, au fond, et vous le disiez vous-même, il est moins va-t-en-guerre que les représentants de l'opposition au sein du Conseil de défense. Il est moins va-t-en-guerre que son ministre de la Défense, Galland, qui est du Likoud, du même parti que lui, et il est moins va-t-en-guerre que le centriste Gantz, qui est le chef de l'opposition. D'abord, Gantz et Galland
sont 2 anciens chefs d'état-major. Ce sont des militaires. Et un militaire israélien, il pense que s'il est attaqué, il doit répliquer. Il se pose pas d'autres questions, il a été formé pour ça. Netanyahou, lui, est dans un jeu plus compliqué avec les États-Unis. Biden l'a défié. Biden, publiquement, a dit « Je ne veux pas que les Israéliens répliquent, en tout cas pas aujourd'hui, et de manière ostensible à l'attaque iranienne. » Les porte-paroles de la Maison-Blanche ont multiplié les déclarations en ce sens, Blinken aussi. Autrement dit, la crédibilité de Biden est en ligne, véritablement. Plusieurs fois, on lui a reproché d'avoir soutenu Israël sans condition dans l'affaire de Gaza, d'avoir laissé, alors qu'on sait qu'il était contre et qu'il a qualifié les bombardements israéliens sur Gaza de bombardements indiscriminés, ce qui est quand même assez fort, mais il n'y avait aucune conditionnalité. Là, il a laissé entendre qu'il y avait une ligne rouge et qu'il ne laisserait pas passer une réplique israélienne contre l'Iran en ce moment. En ce moment, ça veut dire aussi pour lui perspective électorale. Enfin, c'est une situation assez compliquée. Et on imagine bien que Netanyahou peut lui dire, certes, Monsieur le Président, et nous ne sommes pas irresponsables, nous comprenons la situation, nous voyons que les pays arabes non plus ne veulent pas que nous répondions, parce que les pays arabes non plus, qui ont pourtant aidé Israël à lutter contre les projectiles de la nuit du 13 avril, mais pour autant, ils ne veulent pas rentrer dans ce qui ressemblerait à une escalade vers une guerre régionale. Donc eux non plus ne veulent pas ça, et les Européens non plus. Et ils l'ont dit aussi. Ils ont été solidaires d'Israël, mais ils veulent pas non plus. Donc là, il y a une situation plus compliquée, parce qu'on imagine très bien Netanyahou disant « Ok, nous suivrons vos recommandations, nous ne ferons pas ce que vous ne voulez pas, mais alors, laissez-nous libres de faire à Rafah, de monter l'opération contre le Hamas à Rafah, cette ville du sud de la bande de Gaza, où sont réfugiés dans des conditions abominables 1 300 000 Palestiniens. » Il y a aussi le fait que dans l'opinion israélienne, il y a un sondage qui est très éclairant, qui montre que 74% des Israéliens, ce qui n'est pas rien, sont contre toute opération de riposte à la riposte iranienne. Donc ça montre aussi que l'opinion israélienne en profondeur n'est pas en accord avec Netanyahou, qui lui-même, dans ses déclarations, dit bien sûr, nous sommes sensibles au fait d'avoir été aidés, nous remercions nos partenaires et alliés, etc. Mais sachez bien que Israël se déterminera seul et que nous prendrons notre décision seul, sans tenir compte des pressions qu'on peut subir ici ou là. Donc, qui est une façon aussi de dire, voilà, de maintenir le cap d'une riposte dont on ne connaît pas la nature. L'autre point important qui bouge, c'est la Russie. La Russie qui était dans une relation correcte et parfois même complice avec Israël, dans la mesure où les Russes laissaient l'aviation israélienne bombarder en Syrie, alors que c'est la Russie qui contrôle la Syrie. Là, c'est en train de bouger et peut-être on est en train de voir un début d'éloignement de la Russie de Poutine d'avec Israël, ce qui, par ricochet, peut faire les affaires de l'Ukraine, parce que ça permettrait aux Israéliens d'armer l'Ukraine, alors que pour le moment, ça n'est pas du tout ce qui se produit. Mais voilà, ça c'est un des points le plus à surveiller, c'est l'évolution de la relation entre la Russie et Israël, parce que c'est un élément clé aussi de la région. Pour finir, je voudrais parler de l'Iran sur le plan intérieur. En 2022, il y avait eu un mouvement des femmes après la mort d'une jeune kurde iranienne, Mahsa Amini. On avait vu un début de soulèvement. Finalement, tout est sous contrôle de la part des gardiens de la Révolution. Alain, il n'y a plus du tout de contestation en Iran, dans la rue? Je ne crois pas. Et le fait que les Iraniens aient pris la précaution de prévenir qu'ils allaient attaquer et d'expliquer quelle forme ça allait prendre, le fait que, au fond, aucun des projectiles n'a atteint l'espace aérien israélien, à part 5 d'entre eux, dont un qui est tombé d'ailleurs près d'une base de l'armée de l'air israélienne dans le désert du Negev. Et le seul blessé de cette histoire, c'est une petite fille d'une tribu bédouine à côté, qui a été gravement blessée par un éclat. Mais le fait que les Iraniens aient dit ensuite c'est fini pour nous, l'incident est clos, nous ne voulons pas d'escalade, nous ne voulons pas d'escalade, nous ne voulons pas prendre le risque de la guerre. Ce fait-là est très intéressant, parce que je crois que ça montre aussi que la République islamique, le régime, n'est pas sûr de l'opinion. Elle sait très bien que l'opinion ne la suivrait pas. Et que donc, elle est amenée à observer une certaine prudence. Il y a moins de 2 ans, la révolte des femmes
qui a été suivi par les hommes, puisque dans la répression de la révolte des manifestations des femmes, il y a eu 500 morts. Sur ces 500 morts, c'est la plupart des hommes, au moins 500 morts. Mais la révolte des femmes a eu cette caractéristique. Elle n'était pas limitée aux beaux quartiers, à la bourgeoisie de Téhéran ou des autres grandes villes iraniennes. La révolte des femmes, elle a eu lieu dans toutes les localités de l'Iran. Il s'est trouvé des groupes de jeunes femmes, ou pas jeunes, pour manifester contre ce qui s'était passé et contre la répression que subissaient les femmes en Iran. Et ça fait 10 ans maintenant, 15 ans, que tous les 2 ans, il y a des mouvements sociaux de ce type-là ou d'un autre type, notamment ouvriers. Il y a des mouvements sociaux. La situation économique est très mauvaise. L'inflation doit frôler les 80%, donc vous voyez bien l'effondrement du pouvoir d'achat. Et donc, je pense qu'on a affaire à un régime qui a montré par sa prudence dans la lutte qu'il mène contre Israël. Ça fait curieux de parler de prudence quand on balance 300 projectiles, mais c'était fait, disent les militaires, de manière téléphonée. Eh bien, la prudence est aussi un signe qu'ils ne sont pas sûrs de leur assise populaire. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, votre chronique cette semaine dans Le Monde parle de quoi ? Elle raconte à quel point, depuis sa naissance, la République islamique d'Iran, depuis 1979, est intimement liée à la guerre. À lire dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre émission le jeudi aussi sur France 24 qui s'appelle Politique. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.